Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 36. La marionnette Pinocchio devient enfin un vrai petit garçon. Alors que Pinocchio nageait le plus vite possible pour rejoindre la côte, il s'aperçut que son papa, à cheval sur son dos, avait les jambes à moitié dans l'eau et qu'il tremblait fortement, comme s'il avait une crise de paludisme. Tremblait-il de froid ou de peur? Peut-être les deux, mais optant plutôt pour la peur, Pinocchio lui dit pour le réconforter : « Courage, papa, dans quelques minutes, nous arriverons sur la terre ferme et nous serons sauvés. » « Mais où est-il ce fameux rivage ? » demanda le vieil homme, de plus en plus inquiet, en plissant les yeux comme le font les tailleurs pour enfiler une aiguille. « Moi je le vois, » assura la marionnette. « Vous savez, je suis comme les chats qui ont une meilleure vue la nuit que le jour. » Pinocchio faisait semblant d'être de bonne humeur. En réalité, les forces commençaient à lui manquer. Sa respiration était de plus en plus courte et il était au bord du découragement, car la côte était encore très loin. Il continua néanmoins de nager jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout de souffle. Alors il tourna la tête vers Geppetto et, haletant, lui dit : « Mon papa, aidez-moi, je n'en peux plus, je crois que je vais mourir. » Il était effectivement sur le point de se noyer, quand ils entendirent une voix de guitare désaccordée qui demandait : « Qui parle de mourir ? C'est moi et mon pauvre papa. » « Mais je reconnais cette façon de parler, » continua la voix éraillée. « Tu ne serais pas Pinocchio ? » ?»« Si, c'est moi, et toi qui es-tu ? » ?»« Je suis le thon. J'étais avec toi dans le corps du requin. Comment as-tu fait pour t'échapper ? J'ai suivi ton exemple. C'est toi qui m'as montré le chemin, et je me suis sauvée moi aussi. Ah, joli thon, tu tombes à pic, au nom de l'amour que je te porte et que je porte à toute ta progéniture. Je t'en supplie, aide-nous, sinon nous sommes perdus. De tout cœur, accrochez-vous à ma queue et laissez-vous tirer. Dans quelques minutes, nous aurons atteint le rivage. Geppetto et Pinocchio ne se firent pas dire deux fois, mais ils préférèrent se mettre à califourchon sur le dos du thon. « On n'est pas trop lourd ? » s'inquiéta Pinocchio. « Lourd ? Pas le moins du monde. J'ai l'impression d'avoir 2 coquilles vides sur mon dos, » affirma le thon, qui avait la puissante stature d'un veau de 2 ans. Arrivé sur les rivages, Pinocchio sauta à terre, aida son père à en faire autant, puis, se tournant vers le thon, lui dit d'une voix très émue : « Ami, tu as sauvé mon papa. Je n'ai pas assez de mots pour te remercier. Permets-moi au moins de t'embrasser en signe de reconnaissance éternelle. » Le thon sortit son museau de l'eau. Pinocchio s'agenouilla et posa sur sa bouche un baiser très affectueux. Ce geste si spontané et qui exprimait tant d'amitié troubla profondément le thon, peu habitué à ce genre d'effusion. Du coup, honteux qu'on puisse le voir pleurer comme un bébé, il rentra sa tête dans l'eau et disparut. Entre-temps, le jour s'était levé. Pinocchio offrit son bras à Geppetto, qui pouvait à peine tenir debout, et lui dit : « Appuyez-vous sur moi, mon petit papa. On va marcher lentement, comme des tortues, et quand nous serons fatigués, on s'arrêtera. » « Mais où nous emmènes-tu ? » ?»« On va chercher une maison ou une cabane, en espérant que l'on nous donnera un morceau de pain pour manger et un peu de paille pour dormir. » Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils virent, assis sur le bord de la route, 2 individus à l'air louche et minable qui demandaient l'aumône. C'étaient le chat et le renard. Ils étaient beaucoup moins fringants qu'autrefois. Le chat, à force de jouer les aveugles, avait fini par perdre la vue pour de bon. Quant au renard, la vieillesse l'avait rendu à moitié paralysé, et il n'avait même plus de queue. Ce triste gibier de potence était tombé dans une misère si grande qu'il dut un beau jour vendre ce superbe appendice à un marchand ambulant qui l'acheta pour en faire un chasse-mouche. « Hé, Pinocchio !» cria le renard d'une voix pleurnicharde. « Aie pitié de 2 pauvres infirmes. »« Infirmes !» répéta le chat. « Adieu, beau masque, » répondit la marionnette. « Vous m'avez embobiné 1 fois, mais vous ne m'y reprendrez plus. » « Tu vois bien, Pinocchio, qu'aujourd'hui nous sommes vraiment pauvres et malheureux. »« Malheureux, » répéta le chat. « Si vous êtes pauvre, c'est bien de votre faute. Rappelez-vous le proverbe : bien mal acquis ne profite jamais. Adieu, mes jolis. »
Aie pitié de nous, de nous. Adieu, beau masque. Rappelez-vous le proverbe, la farine du diable, en son, toujours se transforme. Ne nous abandonne pas, pas, répéta le chat. Adieu, beau masque. Rappelez-vous le proverbe, qui vole à autrui son manteau, n'aura même pas de chemise pour mourir. Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur chemin. Peu après, ils découvrirent un sentier qui menait à une jolie chaumière au milieu des champs. Elle était en paille, mais recouverte d'un toit de tuiles. « Cette maison est certainement habitée, » fit remarquer Pinocchio. « Allons-y. » Ils s'engagèrent dans le sentier et allèrent frapper à la porte de la chaumière. Une voix ténue se fit entendre. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un pauvre papa et son pauvre enfant, qui n'ont rien pour manger ni pour dormir. » « Tournez la clé et entrez. » Pinocchio manœuvra la clé. La porte s'ouvrit et ils purent entrer. Mais ils eurent beau regarder partout, ils ne virent personne. « Où donc est le maître de ces lieux ?» s'étonna Pinocchio. « Je suis là-haut !» Le fils et le père levèrent la tête en même temps. Ils aperçurent alors sur une poutre du plafond le grillon qui parle. « Ah, mais c'est mon cher grillon !» s'exclama Pinocchio en le saluant poliment. « Ah bon ? Maintenant je suis ton cher grillon, n'est-ce pas ? Rappelle-toi pourtant que tu m'as envoyé un marteau à la figure pour me chasser de chez toi. »« C'est vrai, grillon, alors chasse-moi toi aussi, et si tu veux, assomme-moi avec un marteau, mais aie pitié de mon pauvre papa. »« J'aurai pitié de vous deux, mais je tenais à te rappeler ta grossièreté, pour que tu saches qu'en ce monde, il vaut mieux se montrer courtois envers autrui si l'on veut, dans les moments difficiles, bénéficier de la courtoisie des autres. »« Tu as raison, grillon, 1000 fois raison, et je retiendrai la leçon. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour acquérir une si belle chaumière ? » ?»« Elle m'a été donnée hier par une gracieuse chèvre à la toison bleu nuit. »« Et cette chèvre, où est-elle allée ? » ?»« Je n'en sais rien. »« Mais quand reviendra-t-elle ? » insista Pinocchio. « Elle ne reviendra pas. En partant hier, elle semblait très affectée. Elle avait des bêlements qui semblaient dire « Pauvre Pinocchio, jamais je ne le reverrai. Le requin l'aura bel et bien dévoré. » »« C'est ce qu'elle a dit, vraiment ? Donc c'était bien elle, c'était bien ma bonne fée, » se mit à hurler Pinocchio en éclatant en sanglots. Il pleura beaucoup, puis essuya ses larmes et prépara un bon lit de paille, sur lequel s'étendit le vieux Geppetto. Alors, se tournant vers le grillon. « Dis-moi, mon cher petit grillon, sais-tu où je pourrais trouver un verre de lait pour papa ? Tu trouveras du lait chez Django, le maraîcher. Il possède des vaches. C'est le 3e champ à partir d'ici. » Pinocchio courut donc chez le maraîcher, qui lui demanda « Quelle quantité de lait veux-tu ? » ?»« Un verre plein. »« Un verre de lait coûte 1 sou. Commence donc par me donner 1 sou. »« Mais je n'ai même pas 1 centime, » répondit Pinocchio, à la fois vexé et désolé. « Alors, jeune marionnette, rien à faire. Si tu n'as même pas 1 centime à me donner, moi je n'ai même pas un doigt de lait à te vendre. »« Tant pis, » dit Pinocchio, qui n'avait plus qu'à s'en aller. « Attends un peu, » ajouta Django le maraîcher. « On peut toujours s'arranger. Cela t'irait de tourner la noria ? » ?»« La noria, c'est quoi ? » ?»« C'est cette machine en bois qui sert à remonter l'eau du puits pour arroser mes légumes. »« Je vais essayer. Dans ce cas, tu me tires une centaine de seaux, et en échange, je te donnerai un verre de lait. » Django conduisit la marionnette dans le potager et lui montra comment faire fonctionner la noria. Pinocchio se mit immédiatement au travail, mais il n'avait pas encore tiré ses 100 seaux d'eau qu'il était déjà ruisselant de sueur de la tête aux pieds. Jamais il n'avait éprouvé une telle fatigue. « Jusqu'à présent, c'est mon âne qui faisait ce travail pénible, mais la pauvre bête est moribonde, » expliqua le maraîcher. « Je pourrais le voir ? » demanda Pinocchio. « Bien sûr. » En entrant dans l'écurie, Pinocchio vit un joli petit âne couché sur sa paille, usé par trop de travail et pas assez de nourriture. Il le regarda longuement et se dit troublé. « Mais cet ânon, je le connais, j'ai déjà vu sa tête quelque part. » Alors, se penchant vers lui et utilisant le langage des ânes, il lui demanda « Qui es-tu » Le petit âne parvint à ouvrir les yeux et balbutia, dans le même dialecte.
Je m'appelle la mèche. Puis, refermant les yeux, il expira. Pauvre Lucignolo, soupira Pinocchio, en essuyant avec de la paille une larme qui coulait le long de sa joue. Tu es ému par un âne qui ne t'a rien coûté? S'étonna le maraîcher. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, qui l'ai payé 4 pièces d'or comptant? C'est-à-dire, c'était mon ami. Un ami? Oui, un copain de l'école. Comment? S'esclaffa Giangio, qui riait à gorge déployée. Comment? Tu avais des bourricots comme camarades de classe? Eh bien, tu as dû faire de fameuses études. La marionnette, froissée par cette remarque, ne répondit rien, prit son verre de lait encore chaud et s'en retourna à la maison du grillon. Il continua, 5 mois durant, à se lever chaque jour avant l'aube pour aller manœuvrer la noria, afin de gagner les verres de lait qui faisaient tant de bien à son papa, dont la santé était délicate. Non content d'exercer cette tâche, il profita de son temps libre pour apprendre à fabriquer avec du jonc, corbeilles et paniers. Grâce à l'argent qu'il gagnait ainsi, il réussit à faire face aux dépenses domestiques qu'il gérait avec beaucoup de sagesse. Parmi 1000 autres choses, il fabriqua également une élégante carriole pour promener son père afin qu'il prenne un peu l'air quand il faisait beau. Lors des veillées, il s'entraînait à lire et à écrire. Pour la lecture, il avait acheté au village, pour quelques centimes, un gros livre auquel il manquait les premières et les dernières pages. Pour l'écriture, il utilisait une brindille en guise de plume, et comme il n'avait ni encre ni encrier, il la trempait dans un petit récipient rempli de jus de mûre et de cerises. Il en résulta que, grâce à sa volonté d'apprendre, de travailler et d'aller de l'avant, non seulement il parvint à soigner son père toujours malade, mais il put mettre de côté assez d'argent pour s'acheter un habit neuf. Un matin, il dit à Geppetto: « Papa, je vais au marché m'acheter une veste, un chapeau et des chaussures. Et quand je rentrerai, je serai tellement chic que vous me prendrez pour un grand monsieur. » Une fois dehors, il se mit à courir, tout content et joyeux, quand soudain, il entendit qu'on l'appelait par son nom. C'était une belle limace qui sortait d'une haie. « Tu ne me reconnais pas ?» demanda la limace. « C'est-à-dire, tu ne te rappelles pas la limace qui servait de femme de chambre à la fée aux cheveux bleu nuit, de cette nuit où je suis descendue pour te donner de la lumière alors que tu avais un pied coincé dans la porte de sa maison. » « Oui, oui, je me rappelle tout, » s'exclama Pinocchio. « Réponds-moi vite, jolie limace. Où as-tu laissé ma bonne fée? Que fait-elle maintenant? M'a-t-elle pardonné? Ne m'a-t-elle pas oublié? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Elle est loin d'ici? Je pourrai la retrouver ?» À toutes ces questions formulées par la marionnette dans la plus grande précipitation, et sans même reprendre souffle, la limace répondit avec son flegme coutumier. « Ah, mon pauvre Pinocchio, ta bonne fée gît sur un lit d'hôpital. » « Elle est à l'hôpital? Malheureusement, elle a eu bien des malheurs. Maintenant, elle est gravement malade et n'a même plus de quoi s'acheter un morceau de pain. »« Oh, quelle peine tu me fais! Pauvre, pauvre fée! Si j'avais 1 000 000, je volerais jusqu'à elle pour le lui donner. Mais je n'ai que ces 40 sous, juste de quoi m'acheter mes vêtements. Prends les limaces et porte-les immédiatement à ma bonne fée. »« Mais tes vêtements? » ?»« Que m'importe de nouveaux habits? Je vendrai les haillons que je porte si cela pouvait l'aider. Va, limace, dépêche-toi, et d'ici 2 jours, reviens à cet endroit. Peut-être pourrais-je te donner encore un peu d'argent. Jusqu'à présent, j'ai travaillé pour aider mon papa. Désormais, je travaillerai 5 heures de plus pour ma maman. Au revoir, limace, à après-demain. » La limace, contrairement à son habitude, fila comme un lézard, sortant de son trou au plus fort de la canicule du mois d'août. Quand Pinocchio fut revenu chez lui, Geppetto lui demanda: « Et cette veste neuve? » « Impossible d'en trouver une qui m'aille. Ce n'est pas grave, je l'achèterai une autre fois. » Et ce soir-là, au lieu de veiller jusqu'à 10 heures, Pinocchio travailla jusqu'à minuit tapant. Au lieu de 8 paniers, il en fit 16. À peine couché, il s'endormit, mais dans son sommeil, il vit en songe la fée, souriante et éblouissante de beauté, qui lui dit ceci après lui avoir donné un baiser. « Brave Pinocchio,
Parce que tu as si bon cœur, je te pardonne pour toutes les bêtises que tu as faites jusqu'à aujourd'hui. Les enfants qui s'occupent tendrement de leurs parents quand ils sont dans la gêne ou quand ils sont malades méritent toujours louange et affection, même s'ils ne sont pas toujours des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Si à l'avenir tu deviens raisonnable, tu trouveras le bonheur. Le rêve s'achevait ainsi, mais à son réveil, Pinocchio ouvrit de grands yeux. Car figurez-vous qu'en se réveillant, Pinocchio découvrit émerveillé qu'il n'était plus une marionnette en bois, qu'il ressemblait enfin à un enfant comme un autre. La pièce au mur nu de la cabane en paille était devenue une jolie chambre meublée et décorée avec une élégante simplicité. Sautant du lit, il découvrit aussi un costume neuf, un nouveau chapeau et une paire de bottines en cuir qui lui allèrent parfaitement. En mettant machinalement les mains dans les poches de ses nouveaux habits, il trouva un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel était gravé « La fée aux cheveux bleu nuit rembourse ses 40 sous à son cher petit Pinocchio et le remercie pour sa générosité. » Mais les 40 sous n'étaient plus de vulgaires pièces en cuivre. Le porte-monnaie contenait 40 sequins en or, flambant neufs et brillant de tout leur feu. Il alla se contempler dans le miroir et ne se reconnut pas. L'image familière d'une marionnette en bois avait disparu. À sa place, souriait joyeusement un beau petit garçon, à l'air vif et intelligent, aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Tous ces événements merveilleux se succédaient si vite que Pinocchio ne savait plus s'il était vraiment éveillé ou s'il continuait de rêver les yeux ouverts. « Et mon papa dans tout cela » cria-t-il soudain. Il entra dans la pièce voisine et y trouva le vieux Geppetto en pleine forme, guilleré et de très bonne humeur, comme autrefois. Retrouvant son métier de sculpteur sur bois, il était en train de fabriquer un magnifique cadre orné de feuillages, de fleurs et de têtes d'animaux. Pinocchio lui sauta au cou et le couvrit de baisers. « Comment expliquer tout ce changement, mon petit papa ?»« Tout cela, c'est grâce à toi, » répondit Geppetto. « Grâce à moi ? Mais oui, quand les sales gosses deviennent de bons petits, ils ont aussi le pouvoir de transformer toute leur famille. Et le vieux Pinocchio en bois, qu'est-il devenu ? Il est là. » La grande marionnette était contre une chaise, la tête penchant sur le côté, les bras ballants, les jambes emmêlées et à demi repliées, à se demander comment elle pouvait tenir debout. Pinocchio la regarda un moment avec attention, puis poussa un grand soupir de satisfaction. Quel drôle d'air j'avais quand j'étais une marionnette, et comme je suis content d'être devenu un vrai et bon petit garçon. Fin.